Bonsoir à tous, je suis évidemment ravi de vous retrouver pour ce nouveau 7-8 Sport. Allez, on passe tout de suite au sommaire. Paul-Yann Hermitage est le nouveau directeur du golf national de Guyancourt quelques jours après la Ryder Cup 2014 en Écosse. Il nous dévoilera ses objectifs pour l'édition 2018 à 50 ans en Yvelines et ses projets pour l'Albatros. 75 jours, 9 heures et 25 minutes, c'est le temps qu'ont mis Christophe Papillon et Clément Héliot, originaires de Millemont dans les Yvelines, pour traverser l'océan Pacifique à la rame et établir le nouveau record dans leur catégorie. Retour sur cet exploit. Les féminines de voisins bretonneux font désormais la loi sur les terrains de football. Créée il y a un peu plus d'un an, l'équipe enchaîne les bonnes performances avec une montée à la clé cet été. Nous ferons leur portrait dans cette émission, évidemment, comme d'habitude. En fin d'émission, tous les résultats du week-end. Mais place tout d'abord à notre page spéciale golf. Vous avez pris vos fonctions, Paul-Yann Hermitage, officiellement, il y a un peu plus d'un mois, le 1er septembre dernier, site qui accueille le golf national, qui accueille l'Alstom Open de France tous les ans. Bonsoir à vous, merci d'être passé sur le 7-8 Sport. Et dans un peu moins de 4 ans, votre objectif prioritaire, évidemment, c'est la Ryder Cup 2018 qui se tiendra ici à 50 ans en Yvelines. Première question pour apprendre un petit peu à vous connaître. Comment devient-on directeur du golf national? Il faut candidater comme 250 autres personnes qui ont candidaté en France, au Canada, un peu partout. Après, il faut passer une certaine sélection. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous étiez quand même dans le monde du golf auparavant. Absolument. Et il faut le faire un peu discrètement parce que je n'étais pas à la recherche d'un nouvel emploi. Mais oui, il fallait le faire très discrètement. Ouais. Alors, vous êtes donc le nouveau directeur du golf national. Vous succédez à Olivier Roche. L'objectif, je le disais, prioritaire du golf national, c'est cette Ryder Cup 2018 qui arrive dans un petit peu moins de 4 ans. Maintenant, quelles sont vos ambitions et vos idées pour cette compétition à venir? Premièrement, directeur de golf national, c'est pas nécessairement être directeur de Ryder Cup. Je pense que la première ambition, c'est de préparer le site pour être optimal, aller vers une excellence irréprochable pour le golf national, pour 50 ans en Yvelines, pour localement, pour qu'on réussisse ce Ryder Cup. Je pense en revenant de l'Écosse et ce qu'on a vu et vécu là-bas, il y a beaucoup d'humilité devant la tâche. Comment justement vous avez ressenti l'édition 2014 sur laquelle vous vous êtes déplacé? On sait que c'est une ville entière quasiment chaque jour, 50 000 à 60 000 personnes chaque jour autour du Glen Eagles cette année. Comment vous avez ressenti cela? Je vois le potentiel, vraiment le potentiel pour le golf national pour être un des meilleurs endroits qui accueille la Ryder Cup. Le soutien effectivement aussi de la Casquille, de vous-même, les médias, tout le tissu local pour nous aider est fantastique. Le potentiel est important à saisir parce qu'on peut faire un des plus beaux si c'est pas le plus beau. Vous vous êtes déplacé il y a quelques jours, c'était fin septembre, cette édition 2014 de la Ryder Cup. Est-ce que vous avez pu voir ce qu'il vous reste à faire entre ce que vous avez vu là et ce qu'il va y avoir dans 4 ans à 50 ans en Yvelines à Guyancourt? C'est énorme. C'est énorme ce qu'il reste à faire. Il y a beaucoup de décisions. Il y a une excellente équipe en France, aussi avec les autorités, je dirais, sportives européennes qui gèrent la Ryder Cup quand c'est en Europe, parce que c'est tous les 2 ans. C'est aux États-Unis, c'est pas du tout nous. Le trajet va être court parce qu'on n'a que 4 ans. C'est ça qu'il faut voir. Donc il faut commencer dès maintenant. On revient avec plein d'idées d'Écosse et beaucoup de challenges parce qu'on en parlait juste hors plateau avant. Un des gros challenges pour nous, c'est est-ce qu'on travaille en anglais ou en français. C'est la barrière linguistique. Il va y avoir 3500, je crois, bénévoles par jour. 15 000 journalistes, par exemple, aussi. Voilà, il y a un media center où il y a justement 1800 journalistes assis à tout moment dedans, quoi. 1800 journalistes. Ça fait énormément de monde. Alors évidemment, la Ryder Cup, ça ne se prépare pas qu'aujourd'hui. Depuis plusieurs mois, voire des années, le parcours a un petit peu évolué sur le golf national. Et cette édition 2014 de l'Alstom Open de France a vu un petit peu des petits changements pour les connaisseurs, notamment la taille des roughs qui se sont un petit peu élevés. Il y a eu aussi des greens qui ont été un petit peu renforcés. Vous avez encore des idées pour améliorer un petit peu tout cela? Il y a des normes à respecter dans le cahier des charges notamment? Oui, tout à fait. Les normes, il y a déjà des travaux qui vont commencer déjà cet hiver. Un plan
qui a été mis en place. On va fermer le parcours Albatros. Le golf national, il faut le dire, et je le souligne aujourd'hui, il reste bien ouvert. Il y a un 9 trous Loiselet, il y a l'Aigle, un 18 trous, 2 centres d'entraînement qui restent bel et bien ouverts pendant tous les travaux. On pourra continuer de jouer. Exactement. Par contre, l'Albatros, c'est vrai, après l'Open de France en juillet, va fermer. Va avoir un facelift, comme on dit en anglais, sur 10 mois. Drainage, irrigation. Aussi, on va renforcer tout ce qui est chemin et route sur le site pour accueillir ces 55 000 personnes et tout ce qui va avec. Et il va avoir 2 ou 3 petites modifications sur le parcours, sur le tracé qui est en train d'être vu avec les architectes pour accommoder 6 jours d'événements spectaculaires. Alors, si vous, au Golf National, vous vous occupez évidemment du parcours, du village, qu'il y aura aussi installé, tout l'aménagement de l'accessibilité, des moyens de transport pour venir au Golf National, c'est la compétence de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et je vous propose d'écouter à ce propos comment se prépare le service des sports et la direction des sports avec Annelise Quillot. Un stade de foot, un stade de rugby, même le stade de France rempli avec 80 000 personnes, il y a une ambiance. Mais il y a des partisans, chacun vient pour son équipe. Sur la Ryder Cup, en tout cas là en Écosse, ce qui était très impressionnant, c'est que tout le monde encourageait tout le monde. C'est-à-dire que les Européens encourageaient les Américains, même s'ils étaient un petit peu moins nombreux, encourageaient les Européens. Quand vous êtes au Stade de France, vous avez en général une hola qui fait le tour du stade, c'est impressionnant. Là, ça l'était encore plus, c'est-à-dire que vous aviez une hola qui faisait le tour, c'est-à-dire du départ du trou numéro 1 par exemple, qui allait jusqu'au green et qui revenait jusqu'aux tribunes. J'avais jamais vu ça, clairement, c'est assez démentiel. Alors vous en êtes aperçu un petit problème technique. Là, c'était l'ambiance dont on parlait tout à l'heure, l'effervescence qui règne autour du parcours. Vous l'avez ressenti il y a quelques jours, ça aussi, ce monde incroyable et ces supporters vraiment présents derrière tous les golfeurs. La Fédération française de golf a fait une opération très forte autour de Glen Eagles. Donc, on avait un stand d'hospitalité un peu VIP pour bien montrer ce que c'est la Ryder Cup à tous nos partenaires, plus un stand public pour promouvoir la destination 50 ans en Yvelines et France. Et donc, on était très occupés, mais on n'avait que des bruits. C'était des bruits, des hurlements, des potes, des coups qui rentrent. Le soutien pour l'équipe, comme on dit dans le sujet, c'était omniprésent. Énorme. Omniprésent. Allez, je vous propose maintenant d'écouter justement Annelise Quillot sur l'accessibilité et comment va s'aménager les moyens de transport. Il n'y a pas de parking à proximité immédiate du golf uniquement pour une certaine catégorie de personnes, mais en tout cas pour les spectateurs, la majeure partie se gare dans des parcs relais, prennent des navettes et ensuite se rendent sur le site, ce qui fait qu'au global on s'est rendu compte qu'il y avait à peu près 1h30 de trajet entre l'hôtel pour le spectateur et son arrivée sur le site, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez à peu près. Et à travers cette Ryder Cup, j'imagine que le directeur que vous êtes a la volonté de démocratiser la discipline qui jouit encore un petit peu d'une image élitiste. Faut se l'avouer. Oui, tout à fait, mais je pense qu'on a tous les outils sur le golf national à Saint-Quentin-en-Yvelines pour faire ça. Il y a une autre chose, c'est qu'on est un équipement de la Fédération française de golf, donc on se doit d'être exemplaire dans la création de nouveaux golfeurs. Les temps sont difficiles, on a un petit fléchissement sur la croissance du nombre de golfeurs en France et avec mon équipe et tous les acteurs autour de nous, on souhaiterait devenir un vrai vivier de nouveaux golfeurs à Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc venez nous voir. Très bien, on suivra cela de près. Merci beaucoup Paul-Yann Hermitage d'être passé sur le 7-8 Sport et à très bientôt autour de l'Albatros. Sans transition, place au football féminin. Je vous le disais dans les titres, les féminines de Voisins-le-Bretonneux font désormais la loi sur tous les terrains ou presque de football. Créée il y a un peu plus d'1 an, l'équipe enchaîne les bonnes performances avec une montée à la clé cet été. Une vitrine qui devrait permettre à terme de créer une école de football au sein du club. Élodie Moine pour les images. C'est l'équipe de ce début de saison, tout juste montée en promotion d'honneur. Les féminines de Voisins-le-Bretonneux enchaînent les victoires. Initié il y a un peu plus d'1 an, le projet d'une équipe féminine à Voisins a tenu à la volonté d'un président, mais également d'un entraîneur. Passé par le banc de Montigny, Wilfried Desroches n'a pas hésité longtemps à prendre en main l'équipe et avec quelques joueuses dans ses valises. Il y a la psychologie féminine qu'il faut savoir appréhender. Voilà, c'est pas la même approche, mais si vous me demandez si je préfère le foot féminin au foot masculin, je vous réponds sans hésiter que je préfère le foot féminin.
Après Montigny et Elancourt, cette nouvelle équipe féminine permet à de nombreuses joueuses passionnées de retrouver le plaisir de jouer. Et si la saison passée, le groupe de Wilfried Desroches débutait tout en bas de l'échelle, le niveau d'exigence de la promotion d'honneur leur demande plus d'investissement à l'entraînement comme en match, ce qui a resserré les liens entre les joueuses. Le fait d'avoir une seule équipe et pas 3 ou 4, enfin voilà, il y a déjà de la concurrence. Donc ce qui fait que quand il y a de la concurrence à l'entraînement, on essaie de donner un peu plus. Donc c'est ça qui est bien et c'est ça qui fait la force de l'équipe en fait. Lors de cette 3e journée face à Poissy, les Vicinoises ont subi leur première défaite de la saison par 4-1. Un accro qui ne dévie pas les Saint-Quentinoises de leur objectif, la montée en division d'honneur régionale. Les voisins le Bretonneux évoluent désormais dans la même poule qu'Elancourt. Les Amazones, ce week-end, pour le compte de la 3e journée, elles se sont également inclinées à Parisis. Vous allez le voir, 3-1. Au classement de cette poule de PH, Poissy est leader avec 12 points, voisin est 4e à 3 longueurs. Et dans la seconde moitié de tableau, Elancourt pointe au 8e rang. Pour être complet sur le football féminin en division d'honneur, Montigny s'est incliné lors de cette 4e journée sur la pelouse de Saint-Denis 3-1. Les Inimontaines sont désormais 3e. Allez, on part direction le Pacifique. « 75 jours, 9h25, c'est un chiffre qu'ils connaissent par cœur. C'est le temps qu'ont mis Christophe Papillon et Clément Héliot, originaires de Millemont, dans les Yvelines, pour traverser l'océan Pacifique à la rame. Vous avez bien entendu, et établir le nouveau record de l'épreuve dans leur catégorie. Cette épreuve, c'est la Great Pacific Race 2014. Ils sont avec moi sur ce plateau. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Christophe. Bonsoir Clément. Alors première question, j'ai envie de vous dire, vous l'avez fait. Enfin, Clément. Eh ben ouais, ça a été très compliqué. On a eu du mal à se rendre compte qu'on l'avait fait une fois qu'on était arrivé à Hawaï, mais oui, 75 jours. On pensait le faire en 50 jours et finalement, voilà, ça a duré un peu plus de temps, mais c'était bien. Le bonheur était tout aussi intense. C'était pas gagné, hein, Christophe, au départ. Quand on s'était rencontrés un petit mois avant votre départ, la première chose que vous m'avez dit, c'est on n'est pas du tout marin, en fait. Ouais. Tout à fait, on s'est lancé là-dedans sans expérience de la mer. Et en fait, pendant les premiers jours de la traversée, on s'est rendu compte qu'on découvrait beaucoup de choses. Et on a eu la capacité d'apprendre avec une tempête dès les 2 premières semaines. Et au fur et à mesure, on est devenus des marins. On n'est pas des voileux, mais on est des vrais marins. En fin de compte, vous avez un petit peu appris au creux des vagues, c'est un petit peu ça, non ? Exactement. Pendant les 2 premières semaines d'une traversée comme ça, notre corps doit s'habituer à la mer, on doit découvrir l'environnement, la mer, les vagues, le vent, il faut apprendre à gérer tout ça. Ça n'a pas été facile au départ, on a eu beaucoup de difficultés, mais voilà, avec un petit peu d'obstination, on a réussi à atteindre Hawaï. Justement, une de vos qualités principales. Alors, vous aviez cet objectif de 50 jours pour faire la traversée, finalement 75 vous ont suffi. C'était une petite déception de ne pas atteindre ce premier objectif de temps ou pas, Christophe ? Non, c'était pas une déception parce qu'en fait, personne ne l'avait fait avant nous. Donc on avait dit 50 jours parce que c'est la durée sur une distance comme ça, c'est la durée usuelle. Mais en fait, la mer, c'est les vents, les courants. Et la météo qu'on a eue cette année était vraiment très mauvaise. Donc en fait, on avait dit 50 jours parce qu'on pensait au regard des autres courses dans l'océan Atlantique que c'était possible. 75 jours, c'était le mieux qu'on a pu faire. Donc nous, c'est vrai que la première chose qu'on pouvait faire, c'était arriver. Donc après, on a plus profité, quoi. Rallier l'arrivée. Puis pour souligner votre performance, 13 équipages engagés sur cette édition, 7 seulement ont rallié Hawaï. C'est dire si vous avez quand même réussi un sacré exploit. Alors le retour sur Terre après une traversée comme ça de 75 jours à 2, ça a dû être assez difficile, non Clément ? Alors en fait, pas tant que ça. On a eu la chance d'avoir des membres de notre famille sur place qui nous attendaient à notre arrivée. Donc on a pu très vite reprendre un rythme de vie normal avec les gens qu'on connaissait. Il y a juste les 24 premières heures après notre arrivée où on avait le fameux mal de terre, où on marchait pas droit et voilà, c'est passé assez vite. Et puis depuis qu'on est rentré en France, et voilà, on reprend le rythme de la vie normale. Alors j'imagine que pendant 75 jours, tous les deux, sur quelques mètres carrés au milieu de l'océan, il y a des moments difficiles, Christophe, non ? Des choses qu'on traverse très très difficilement, douloureusement ? Déjà nous, la première des choses qui était difficile, c'était le rythme qu'on s'est imposé.
Après, je sais pas si c'est au niveau de l'interaction avec Clément, la question, savoir si à deux, on s'est... Déjà, personnellement, votre souvenir peut-être le jour le plus long, le plus dur? Alors, en fait, on n'avait pas vraiment de jour, étant donné qu'on ramait 2 heures, on dormait 2 heures, donc on a fait un grand jour de 75 jours. Ce qui a été le plus dur, c'était le début. On a eu la tempête, une tempête qui a duré 2 semaines, alors qu'on s'y attendait pas trop. Il faisait super froid, et le rythme physique, même si on s'était fait entraîner par un médecin du sport qui entraîne des athlètes qui font de l'ultra-trail, on avait une bonne préparation physique, mais c'était pas suffisant. Et donc, la nuit, quand il y a des grosses vagues, qu'il fait froid, qu'on voit pas arriver les vagues qui nous fouettent le visage, bah ça, c'est très difficile. Ouais. Je veux bien vous croire. Et de votre côté, Clément, le meilleur moment peut-être tous les deux ou le meilleur souvenir sur cette traversée? Alors c'est une question très difficile, mais il y a eu des moments assez extraordinaires, notamment avec la nature. Il y a des choses qu'on ne voit pas sur Terre, donc par exemple les couchers de soleil, les levées de soleil, comme on le voit maintenant. Il y a les levées de lune aussi, incroyable. La nuit est très très belle, on voit les étoiles qu'on ne peut pas les voir sur Terre. Donc tout notre environnement, la nature, c'était assez incroyable. Et je vous propose d'ailleurs de voir un petit medley de toutes les images que vous avez pu filmer avec votre caméra sur le bateau. Un petit montage préparé par Romain Respigny. Premier jour en mer. Day 2. Day 3. Day 5. Day 23, 26 or 27. Jour 74. On a du mal à le croire. Mais là, dans le dos de Clément, d'ailleurs je ne sais pas s'il l'a vu, il y a l'île de Oahu, qu'on peut aussi prononcer Waouh. C'est l'île de l'arrivée. Alors aujourd'hui, votre serviteur a plongé en dessous du bateau pour vérifier l'état de la coque. On a vu le best-of de ces belles images que vous avez pu prendre à bord de votre bateau, justement. Bateau qui veut dire évidemment petit espace. Les deux cousins que vous êtes se sont bien entendus en mer, Christophe? On n'a pas eu de gros accrochages. Maintenant, il faut savoir qu'en mer, quand on est fatigué, qu'on est dans un environnement qu'on ne maîtrise pas, bah, le moindre petit problème peut devenir tout de suite une montagne. Alors l'avantage c'est que derrière on a 2 heures de rame pour y réfléchir et se dire que c'est pas un gros problème. Donc il y avait des petites simulations et puis derrière on ramait bien fort pour se calmer. Clément, vous êtes d'accord avec votre cousin? Oui, pas eu de gros problèmes majeurs. On a la chance d'être cousins et de bien se connaître. On avait déjà fait une aventure à deux, tous les deux, à vélo il y a 4 ans. Et donc, on se connaît bien. Et donc, je pense que par rapport aux autres équipages, on avait cet avantage-là. Dernière question avant de vous laisser repartir. Votre prochain défi, c'est encore sur l'eau ou c'est trouver un boulot? Voilà, trouver un boulot d'abord, mais on en parlait aujourd'hui. On n'a pas encore d'idée, mais on verra. On suivra cela de près en tout cas. Merci beaucoup à tous les deux d'être passés sur le 7-8 Sport et puis peut-être à bientôt pour un nouvel exploit. Grâce aux 58 000 balles récoltées cette année, l'opération Balle jaune de la Ligue des Yvelines a permis de créer un seul sportif adapté de 200 mètres carrés au sein d'un institut médico-éducatif de Guyancourt. Image de Patrick Jacques de Dixmude. Ce terrain est une vraie bouffée d'air pour ces jeunes. Au départ, ils jouaient sur le parking de l'établissement. Désormais, grâce aux 58 000 balles récoltées dans le cadre de l'opération Balle jaune par les clubs cette année, la Ligue de tennis des Yvelines a permis la création de ce terrain de sport adapté de 200 mètres carrés. Avant, on ne savait pas où elles passaient, les balles passaient à la décharge, vraisemblablement. Or, quand ça représente que 10% des balles utilisées, il y a pas mal de choses à voir. Et on est en réflexion pour trouver également d'autres utilisations des balles pour faire d'autres choses que des tapis. Cet établissement, créé il y a 12 ans, s'occupe de 21 jeunes âgés de 14 à 20 ans souffrant de troubles de communication ou de la relation. Désormais, cet IME compte 2 ateliers tennis par semaine, dont un au sein du club des Clés-sous-Bois.
Une structure qui a permis à la jeune Anaïs de devenir championne de France de tennis adapté cet été. Pour nous, c'est génial parce que du coup, c'est très valorisant pour les jeunes et c'est très valorisant pour les professionnels. Maintenant, je vais leur mettre la pression. Maintenant, ils sont obligés un résultat. On est obligé d'avoir un résultat. On a eu un champion de France l'année dernière. L'année prochaine, il faut qu'il y en ait 2. Sinon, il va faire autre chose. Ce terrain est le deuxième seul réalisé dans les Yvelines depuis le lancement de l'opération Balle Jaune en 2008. À l'heure actuelle, 10% des balles consommées sont transformées en sol souple ou en tapis sportif. Allez, on passe aux résultats du week-end. Petit problème technique, c'est pas grave, on va commencer tout de suite. Alors on enchaîne avec du tennis de table et après leur défaite à Mayenne, les féminines d'Elancourt ont réagi en allant décrocher le nul à Quimper en match avancé de la 4e journée de Pro A, menant 3-2 avant le dernier simple d'Audrey Zarif. Les joueuses de Franck Saulny ont finalement concédé le nul, 3 matchs partout. Et au classement, vous allez le voir, avec un match de plus, il faut le noter, Elancourt pointe désormais provisoirement à la 4e place avec 7 petites longueurs. Avec 7 points à quelques longueurs du leader Quimper, 3 longueurs exactement. En football, division d'honneur, 6e journée après 3 matchs sans victoire. Versailles a regoûté au succès en s'imposant à domicile face au Plessis-Robinson. 2-0, les Versaillais remontent à la 3e place. En promotion d'honneur, pour le compte de la 4e journée, Trappes a concédé le match nul sur le terrain de Saint-Ouen-l'Aumône. 3 buts partout, les trappistes chutent à la 7e place et n'ont plus gagné depuis la première journée de championnat. En rugby, le chemin de croix continue pour plaisir en Fédéral 2 pour le compte de la 5e journée. Le PRC recevait au stade Robert Baron ce dimanche Orsay, mais malheureusement pour les joueurs de Frédéric Jardet, bis repetita, après avoir été menés 16-0 en première période. Les Plaisirois en jaune et bleu sur votre écran réagissent en inscrivant le premier essai à domicile de la saison en début de seconde période. Maigre consolation, il faut le dire, qui n'effacera pas cette 5e défaite en autant de rencontres. Score final 24-7 en faveur d'Orsay. Le PRC est toujours lanterne rouge de sa poule avec 0 points au compteur. En promotion d'honneur, coup d'arrêt pour le Sky Rugby. Les Saint-Quentinois se sont inclinés à Saint-Cloud, 42-22 pour le compte de la 5e journée de PH. Une deuxième défaite consécutive qui leur permet tout de même au goal average de conserver leur 3e place. En handball, pour le compte de la 4e journée de National 2, Montigny s'est imposé au Paris Handball sur le score de 32-28. Un succès qui permet aux joueuses de Philippe Létrange de faire un bon classement qui s'affiche à présent et de passer de la 8e à la 5e place. Chez les moins de 18 ans, championnat de France toujours, le team 78 handball enchaîne avec une nouvelle victoire, cette fois-ci face à l'entente du bassin minier 62, le Pas-de-Calais sur le score de 31-30. Les joueurs d'Alexandre Taillefer conservent leur 2e place. Basket, à présent, 5e journée de National 2 féminine. Et toujours la même musique pour l'entente Le Chesnay-Versailles. Le LCV s'est incliné à domicile 68-51 face à La Roche-Vendée, pourtant un adversaire à la portée des joueuses de Vinko Bardic, toujours lanterne rouge de leur poule. Chez les hommes, National 3, 5e journée également et même sort. En fin de compte, Trappes s'incline de 6 points face à Malakoff, 58-52 et l'entente Le Chesnay-Versailles défait 84-72 à Boigny. Les deux clubs sont respectivement 7e et 11e. Avant de nous quitter, une petite date et une inscription si vous voulez tester le Fisherman. Vous connaissez sûrement le Mud Day ou encore la frappe à dingue, ces courses d'obstacles. Et bien maintenant, vous pourrez désormais vous essayer au Fisherman Friend Strong Man Run. C'est long et c'est beau. La course dite la plus déjantée du monde. Au programme 2 tours de 10 km semés chacun de 15 obstacles en tout genre. Date des festivités le 9 novembre prochain à Mantes-la-Jolie. Vous pourrez vous inscrire sur internet sur l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. C'est la fin de ce 7-8 Sport. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve lundi prochain, même lieu, même heure. D'ici là, excellente soirée sur TV Fit.